Ils ont tiré trop loin, tout va bien. Ouais, mais ils vont bientôt régler la mire, là. Pas grave, donne leur position à notre artillerie pour qu'ils nous soutiennent. Ok, pas de problème. Elle est où? Oh, sur la colline là-bas, à 4 km d'ici. Mais du coup, comment je dois leur dire, moi? Ouais, laisse tomber, on va se débrouiller tout seul. Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de 8 sur l'année 1914 sur le front occidental de la Grande Guerre, où nous allons parler de la relation infanterie-artillerie à travers la bataille de Lorraine, tentative d'invasion française de la région alors allemande. On va rentrer rapidement dans le sujet. Dans la vidéo précédente, nous avons cadré le propos et avons parlé du plan des Français et des Allemands avant la guerre. La Première Guerre mondiale se déclare suite à la crise de juillet entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie, créée par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de Autriche-Hongrie. Alors je vous l'avais dit, on va pas parler du pourquoi du déclenchement de cette guerre. C'est juste trop quoi. Donc là on va se donner une petite chronologie du début de la guerre pour avoir une idée de quoi on parle, puis après on va aller vite en Lorraine parce qu'on a assez de choses à se dire. La crise de juillet, alors que considérée longtemps comme mineure, débouche sur la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie le 28 juillet. Le lendemain, la Russie mobilise son armée. L'Allemagne lui demande d'arrêter, la Russie mobilise encore plus, aussi l'Allemagne lui déclare la guerre le 1er août. La France mobilise. L'Allemagne rentre dans le Luxembourg le 2 août et demande à la Belgique le libre passage, ce que celle-ci refuse le 3. L'Allemagne demande la neutralité à la France ainsi que l'abandon de 3 forteresses frontalières. La France continue à mobiliser. Du coup, l'Allemagne lui déclare la guerre le 3 août et les troupes allemandes rentrent en Belgique. Le Royaume-Uni leur demande de partir, puis déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août. Le reste, c'est juste pour bien clarifier les deux camps, avec l'Autriche-Hongrie qui déclare la guerre à la Russie, et France et Royaume-Uni qui déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Empire ottoman et le Japon n'interviendront que plus tard, l'Italie reste gentiment en dehors de tout ça. On se suffit de ça? On se suffit de ça. Bien. Du coup, cette guerre, même si elle était attendue et planifiée, prend un peu tout le monde par surprise au mois de juillet 1914. C'est parti en vrille en moins d'un mois, et encore au moment des déclarations de guerre, ça devait pas faire plus d'une semaine que les dirigeants, austro-hongrois acceptés, devaient commencer à se dire qu'il allait falloir la faire cette guerre. Mais bon, maintenant que c'est lancé, c'est lancé. Le plan 17 et le plan Moltke-Schlieffen sont appliqués, amassant les troupes aux frontières. Cependant, du côté français, on doit déjà s'adapter puisque les Allemands sont rentrés au Luxembourg. Joffre lance son déploiement en le prenant en compte. Le plan 17 prévoyait cette possibilité. Dans l'ensemble, la levée et l'acheminement des troupes se passent très bien des deux côtés. Mieux que prévu même. L'armée française s'attendait à entre 10 et 13% de déserteurs parmi les mobilisés. On fera peut-être une vidéo pour parler du pourquoi du comment un autre jour. Toujours est-il qu'elle n'en a que 1,5%. Aussi, on pourrait dire que ça avance comme prévu durant les premiers jours de la guerre. Le déploiement se fait donc de la manière suivante. Du côté allemand, on a 7 armées réparties du nord au sud, avec la première, la deuxième et la troisième devant passer par la Belgique, avec un total de 760 000 hommes. La quatrième et la cinquième faisant la jonction à travers le Luxembourg jusqu'à Thionville avec 380 000 hommes. Et les 6e et 7e armées devant gérer la frontière franco-allemande avec 345 000 hommes. En face, un plan 17 amendé, avec la première armée gérant la ligne Épinal-Belfort, la deuxième sur Nancy, la troisième face au Luxembourg et la quatrième et la cinquième orientées face à la Belgique. Afin de ménager la crise diplomatique, ordre est donné aux troupes de se tenir à entre 8 et 10 km des frontières, ce qui retardera les futures attaques. Notez les 117 000 hommes de l'armée belge et les 110 000 britanniques de la BEF à l'ouest. Le nombre d'hommes date du 17 août. Le théâtre qui nous intéresse, c'est celui de la première et de la deuxième armée française. Nous allons, pour des raisons évidentes de facilité de récit, ignorer le reste des combats.
Ne vous inquiétez pas, on parlera de la Belgique plus tard dans cette série. Aujourd'hui, c'est la Lorraine. Nous allons notamment nous concentrer sur l'attaque puis le repli français du 10 au 23 août. Et à vrai dire, avant ces combats, il se passe pas grand-chose dans la région. Et permettez-moi d'ignorer les combats en Alsace. Vite fait, une première attaque toute symbolique puis un repli du 4 au 10 août. Puis la création temporaire d'une armée d'Alsace, en réalité une partie de la première armée, pour insister puis se replier du 11 au 25 août, repli dû aux événements que nous allons décrire maintenant. Enfin maintenant, avant de pouvoir en parler, on va faire une petite pause technique pour apprendre à comprendre ensemble les symboles que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vous le fais un peu sans vous le dire depuis le début sur la chaîne, mais là il faut un peu formaliser puisque je voudrais vous parler de la relation entre deux armes, infanterie et artillerie, et sans ces schémas, on va pas trop voir pourquoi ça n'a pas du tout fonctionné. On doit donc formaliser ces symboles basés sur l'APP 6A de l'OTAN, Organisation du Traité Atlantique Nord, et on va en profiter pour parler de l'organisation théorique de l'armée française. Vous inquiétez pas, on va la jouer tranquille, hein. C'est juste les bases pour qu'on puisse se comprendre, et puis ça servira dans de futures vidéos. Une unité est représentée par un rectangle, même si techniquement la forme est là pour déterminer si elle est ennemi, ami, neutre ou inconnue. Au-dessus de ce rectangle, un symbole détermine l'échelon de l'unité. 3 ronds pour section, une barre pour compagnie, 2 pour bataillon, 3 pour régiment, une croix pour brigade, 2 pour division, 3 pour corps d'armée et 4 pour armée. Notez que ces symboles représentent l'échelon théorique de l'unité. On peut tout à fait avoir une armée de 300 000 hommes comme de 50 000. À l'intérieur du rectangle, un symbole représente le type d'unité. Infanterie, cavalerie, artillerie, génie, médical, train, etc. On notera, même si nous ne nous en servirons pas aujourd'hui, que l'on peut associer d'autres symboles pour préciser des compétences ou rôles supplémentaires à l'unité. Par exemple, ce petit symbole signifie unité de combat en montagne. Ainsi, ceci est une section d'infanterie de montagne, appelée en France chasseur alpin. Bon voilà, fallait y passer, mais le but est certainement pas de faire de vous des spécialistes. Et il n'est pas non plus de faire de moi quelqu'un qui vous fait les mouvements de chaque unité sur la carte. On reste dans le schématique. Cela doit nous permettre de discuter de ce qui est réellement sur le terrain, mais également de comment les unités sont agencées entre elles et dans quel but. Si l'échelon armé est en général celui utilisé pour décrire les mouvements des troupes durant la Première Guerre mondiale sur les cartes, on notera que ces dernières sont de force très variables. Le véritable échelon normalisé, même s'il y a des nuances évidemment, c'est l'échelon corps d'armée. Alors on va pas faire les deux armées, mais permettez-moi quand même de vous parler de l'organisation de l'armée française. Ça nous permettra de mieux comprendre où se situe le problème. Et nous allons le faire en remontant. 3 régiments d'infanterie forment une brigade d'infanterie. Dans le même temps, 3 batteries de 4 canons chacune forment un groupe ou bataillon d'artillerie. Et 3 de ces groupes forment un régiment d'artillerie de campagne. Une division d'infanterie rassemble 2 brigades d'infanterie et 1 régiment d'artillerie. Elle a également un escadron de cavalerie, une unité logistique, une médicale, dans les faits des brancardiers, une compagnie du génie et 36 mitrailleuses. Au total, une division d'infanterie française rassemble théoriquement 15 000 hommes et 36 canons. Un corps d'armée d'infanterie rassemble pour sa part 2 divisions d'infanterie, plus une brigade d'infanterie de réserve, 4 groupes d'artillerie, un régiment de 4 escadrons de cavalerie, 4 compagnies du génie et divers services de soutien. Trains, munitions, hôpitaux de campagne, soins, télégraphes. Notez que l'organisation allemande est relativement similaire, excepté pour l'artillerie. Une division allemande a 72 canons contre les 36 français. Le corps d'armée, lui, rassemble toute l'artillerie lourde pour tout ce qui est siège et combat de l'autre artillerie. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est surtout pour pouvoir vous montrer à quel niveau le soutien est pensé et où l'artillerie est mobilisable. En effet, quand on regarde cette organisation, on repère assez vite que le corps d'armée a une réserve d'artillerie. Cette dernière est prévue pour les actions de contre-batterie, c'est-à-dire pour s'en prendre à l'artillerie adverse une fois celle-ci repérée. Au contraire, l'artillerie au niveau divisionnaire est dite d'infanterie ou de campagne, puisqu'elle est pensée pour soutenir l'infanterie dans ses actions offensives. Comme vous le voyez, le premier échelon à ne pas avoir accès à toutes les armes, c'est la brigade, qui est donc très dépendante des décisions de la division pour être soutenue, ce qui va pêcher. On va prendre les choses dans l'ordre et ne pas en dire plus pour nous tourner vers les opérations en Lorraine.
Dites-vous juste que l'artillerie française, comme répété plusieurs fois, est pensée pour être rapide et mobile. Le fameux 75 mm français, modèle 1897, avait une cadence de tir pouvant atteindre 20 coups par minute et avait un déploiement rapide. Bref, concentrons-nous maintenant sur les opérations des premières et deuxièmes armées françaises. Ces dernières rassemblent une part importante des forces françaises et l'état-major étant persuadé qu'en face les Allemands n'ont pas massé autant de troupes, l'attaque est ordonnée le 11 août. S'il s'avère que les troupes allemandes sont plus nombreuses que prévu, avec les 6e et 7e armées, elles sont quand même en infériorité numérique. Aussi doivent-elles se replier intelligemment pour attirer les Français dans des espaces contrôlés. En effet, quand on regarde la disposition des armées et qu'on y superpose les fortifications, on remarque que le Rhin est proprement gardé entre Neuf-Brizard et Strasbourg, zone d'action de la 7e armée, tandis qu'au nord, la ligne Thionville-Metz est très densément protégée. Naturellement, l'action de la 2e armée et d'une partie de la 1re est donc portée vers l'espace entre Metz et Strasbourg, notamment Sarrebourg et Morhange. Alors, forcément, les Français se pensant en une écrasante supériorité numérique, frapper dans les zones non fortifiées semble normal. Mais ce qui semble normal est aussi dramatiquement prévisible. En réalité, les Allemands n'attendent que ça. Ainsi, du 11 au 15, les Français avancent sans trop de difficultés. Les Allemands se replient devant eux et n'utilisent que leur artillerie lourde pour frapper d'une distance que les canons français ne peuvent atteindre pour désorganiser l'avancée. 3 corps de la première armée, les 8e, 13e et 21e, sont bien engagés, arrivant à 12 km de Sarrebourg. La 2e armée, pour s'orienter face à une possible contre-attaque de la 6e armée, se dirige plus vers le nord. Le 19 au soir, elle est devant Delmes, Morhange et maîtrise Dieu et Château-Salins, tandis que Sarrebourg est prise suite à son abandon par les Allemands. À partir du 15, la chaleur sèche a laissé la place à une pluie qui a visiblement alourdi le terrain. Et ne vous laissez pas piéger par les animations qui montrent l'évolution des positions. En réalité, les Français commencent à accuser de sérieuses pertes. Ils souffrent en effet d'un désavantage important, la zone est parfaitement connue des Allemands, qui ont préparé des repères pour leur artillerie avant la guerre. Aussi, il leur est fort aisé, notamment depuis des positions maîtrisées comme Morhange, des collines ou des forêts, de tirer efficacement sur des troupes françaises qui apparaîtraient en terrain ouvert. Pire, la portée supérieure de leur artillerie lourde combinée à ces positions de tir préparées en amont leur permet de contrecarrer toutes les mises en place de batteries françaises, isolant encore plus l'infanterie et ses assauts. Pour ne rien arranger, la première armée a du mal à suivre le rythme, sa prise du Sarrebourg n'est pas suivie par son aile gauche, ce qui l'isole un peu plus d'une 2e armée qui se dirige vers le nord. Ceci étant dit, les armées allemandes considèrent que les troupes françaises sont assez affaiblies. Le 20 août s'engagent 2 batailles, celle de Morhange, entre la 2e armée française et la 6e armée allemande, et celle de Sarrebourg, entre la 1re et la 7e. Le piège allemand se referme trop tôt. Certes, un corps d'armée a été retiré à la 2e armée pour soutenir le théâtre belge, mais de nouvelles troupes se massent en arrière, ce qui inquiète les Allemands. Et ces derniers commencent à mal vivre que de devoir se replier sur le territoire qu'ils vivent comme étant le leur, alors qu'ils pensent avoir la haute main. Pour Morhange, malgré un manque de renseignements et de réserves, les 15e et 16e corps français attaquent, ainsi que le 20e, qui aurait dû renforcer sa position. Mais en face, la 6e armée lance une attaque généralisée. Grâce à un soutien d'artillerie, les troupes françaises sont repoussées, puis forcées à un repli désorganisé à droite, car n'ayant pas de position défensive préparée. Le 20e corps, trop avancé, est flanqué sur sa gauche et doit également se replier. Ce n'est qu'en s'accrochant à Château-Salins que des troupes françaises parviennent à couvrir ce repli. Au soir, ordre est donné à la 2e armée de se replier entièrement pour se réorganiser sur le Grand Couronné devant Nancy, ainsi que sur Lunéville. Dans le même temps, à Sarrebourg, les 3 corps français sont répartis comme suit. Le 8e au nord, avec la 16e division à Sarrebourg, et la 15e à l'ouest. Le 21e corps d'armée au sud, devant attaquer vers l'est, et le 13e corps en réserve. Le 21e tente plusieurs attaques, mais essuie des tirs d'artillerie l'immobilisant et le forçant à tenir sa position. Pendant ce temps au nord, la 16e division prend Gösselming, en profitant du brouillard, et la 15e division avance vers le nord-est. Mais l'artillerie française n'a pas suivi. Tandis que les canons allemands bombardent ces nouvelles positions plutôt à découvert, les contre-batteries françaises sont à 4 km au sud de Sarrebourg.
Une attaque de l'infanterie du 1er corps bavarois devient ainsi possible sur Gosselming, d'où la 16e division doit partir. La 15e se retrouve de plus en plus isolée et recule petit à petit, pour finalement être jetée de Sarrebourg. Le repli se fait malgré tout en bon ordre, grâce à une action du 13e corps qui a organisé des batteries d'artillerie de campagne soutenant une division d'infanterie, permettant de frapper efficacement l'avancée du 1er corps bavarois. Au soir, ils stabilisent leur position, mais le 21, suite au repli de la 2e armée, le dispositif doit reculer sur Blamont pour ne pas être débordé par le nord. Au total, l'historien Henri Contamine évalue les pertes françaises à 40 000 du 20 au 23 août. Voilà, vous comprendrez qu'il est difficile de ne pas rentrer dans les détails sans trop en faire. En réalité, on a beaucoup de mal à déterminer ce qui s'est réellement passé. Autant les échelons supérieurs sont relativement suivables, autant la multiplicité des petits combats rend un peu tout flou. Il y a de nombreuses attaques pour occuper un village, des contre-attaques, des bombardements d'artillerie, des tirs de contre-batterie, des mitrailleuses en embuscade dans les fourrés, des paniques. Visiblement, les combats sont très distants, tout en créant un enfer de feu. Il y a excessivement peu de combats à la baïonnette et même peu de blessés par balle de fusil. Dans l'ensemble, comme les troupes se découvrent en permanence, les attaques se résument souvent à un mouvement vers l'avant. Si artillerie et mitrailleuses ne peuvent faire cesser cet assaut, soit parce qu'elle se fait taire par l'artillerie adverse, soit parce qu'elle n'est pas en place, alors la position attaquée se replie. Au contraire, si mitrailleuses et artillerie défensive vont bien repérer la vague d'assaut, cette dernière se brise en général dans un désordre chaotique. Bon, on va pas revenir sur la létalité du feu, mais là c'est un choc indescriptible pour des troupes qui n'ont jamais connu le combat, qui sont à découvert et qui perdent tout contact avec leurs officiers dès que les obus se mettent à pleuvoir. Très rapidement, les espaces d'assaut ou de défense sont saturés par la puissance de feu adverse dès que celle-ci est bien en place. Et autant en défense, quand votre position est renforcée, c'est supportable, mais alors quand vous devez courir au milieu de tout ça... Au niveau des pertes d'ailleurs, même si elles sont très difficiles à évaluer évidemment, on est sur 75% des blessures infligées par l'artillerie contre même pas 1% pour l'arme blanche durant le mois d'août. Bon, ce sont des données un peu limitées, mais par rapport aux données qu'on a sur l'ensemble de la guerre, c'est à peu près cohérent. De 1914 à 1917, on a 60% de blessés par l'artillerie, 34% par les balles et moins de 0,5% par des armes blanches. Le déséquilibre étant certainement dû au fait que les tranchées ont significativement réduit l'efficacité de l'artillerie. On note également, même si j'ai pas de chiffres sur ce propos, que les mitrailleuses font assez peu de blessés, voire moins que les fusils. Ça vient certainement du fait qu'au début de la guerre, elles étaient pas ou mal employées par les deux camps. Bref, le fait est que, quand on observe les opérations lorraines, personne n'était prêt. Mais surtout, on comprend pourquoi il était prévu des soutiens d'artillerie pour les assauts d'infanterie. Et il est temps pour nous de nous pencher sur ce lien infanterie-artillerie pour comprendre ce qui s'est passé, ou plutôt ce qu'il ne s'est pas passé. Alors déjà, on va essayer de reprendre depuis le début, parce que, comme vous l'avez remarqué, ça se passe pas très bien pour les Français. Leurs assauts ne sont fructueux que tant que les Allemands cherchent à reculer, et dès que ces derniers passent à l'offensive, rien ne va plus, et tout le terrain péniblement gagné en 10 jours est reperdu en 2. Mais cela n'est pas dû à une doctrine d'offensive à outrance. Au contraire, la doctrine française, telle que définie dans la conduite des grandes unités et le service des armées en campagne en 1913 et le règlement des manœuvres d'infanterie en 1914, est bien plus tempérée qu'on pourrait le croire, donnant une grande importance au soutien de l'artillerie, au renforcement des positions nouvellement acquises et au maintien du contact entre artillerie et infanterie. Le véritable problème est donc à chercher dans 2 points, la formation des officiers et l'applicabilité dans la réalité de cette doctrine. Les officiers n'ont en effet que peu de temps pour apprendre à vraiment maîtriser ce lien infanterie-artillerie, puisque ce concept n'est véritablement testé qu'à partir de 1910 avec les manœuvres de Picardie, durant laquelle des tirs entre batteries d'artillerie amies sont observés, entre autres choses. De plus, c'est une première que de devoir faire manœuvrer une telle masse d'hommes qui est loin d'avoir reçu le même niveau d'entraînement. On a plusieurs cas d'incompréhension, d'unités qui sortent du radar ou d'attaques non désirées. Bref, la gestion, le contrôle ou la remontée d'informations n'est pas du tout au niveau.
Alors si en plus vous y rajoutez la nécessité de coordonner infanterie et artillerie pourtant à plusieurs kilomètres l'une de l'autre, alors franchement, l'évidence de la mise en place de cette coordination, cette évidence se brise face à la très grande difficulté d'effectivement la mettre en place. Ah mais attendez, parce que vous connaissez pas la meilleure, vous savez comment ils étaient censés se coordonner? Bon, je vais essayer de reprendre le schéma d'organisation d'une division. Pour faire coopérer une unité d'infanterie avec une unité d'artillerie, il faut relier dans un groupe de combat une unité d'infanterie à une unité d'artillerie pour exécuter une tâche. C'est ce qu'on appelle la liaison par le haut, où le commandant de l'unité d'infanterie prendrait le dessus sur le commandant de l'unité d'artillerie. Inutile de vous dire que ça devait créer certaines frictions, notamment entre le chef de l'infanterie et le chef de l'artillerie, mais comme c'est le commandement de l'échelon au-dessus qui créait le groupe, disons que ça s'imposait. Ensuite, les deux commandants en question devaient rester en contact durant toute la durée de la tâche, pour permettre à celui d'infanterie de diriger l'action de l'artillerie pour soutenir sa propre action. C'est la liaison par le bas. Rester en contact, surtout dans le cœur de l'action, c'est pas franchement une évidence, je vous avoue. Bon, heureusement, la doctrine de tir de l'artillerie française était en tir direct et non en cloche, donc ça devait sûrement permettre à l'infanterie et à l'artillerie de conserver un contact visuel, mais enfin... Non seulement cette doctrine diminuait la portée effective des canons, mais en plus ça imposait de ne pas se perdre de vue, ou alors de se retrouver par message. Dans le meilleur des cas par télégraphe, et sinon à l'ancienne. Une fois la tâche terminée, le groupe est dissous et l'artillerie retourne en réserve, en attente d'une nouvelle tâche. Bref, vous voyez le genre, l'artillerie doit aller de tâche en tâche, changeant de commandement et devant rester disponible. Sauf qu'une fois sous le feu, bon, ça devient vite compliqué quoi. D'autant plus que l'armée française avait une doctrine de bataille de rencontre, il pouvait arriver que des brigades d'infanterie tombent sur des résistances. Et là, le temps de demander le soutien d'artillerie à l'échelon division, de l'obtenir, de mettre en place la liaison par le bas, de faire venir l'artillerie, de lui définir vos objectifs, vous aviez le temps d'avoir des problèmes. Et l'armée allemande étant dotée d'artillerie lourde à plus grande portée et plus habituée au tir en cloche, l'artillerie française se cassait les dents sur sa propre doctrine. Je vous donne un petit exemple théorique à l'échelon bataillon. L'avant-garde, d'un régiment d'infanterie et de 3 batteries d'artillerie, formant ainsi un groupe de combat, entre en contact avec les troupes ennemies. Elle doit alors les fixer, le temps pour le reste de la division d'organiser ses groupes de combat et de se déployer pour ensuite mener un combat d'usure. L'artillerie de l'ensemble de la division augmenterait ainsi en puissance de feu en même temps que la capacité d'assaut de l'infanterie, jusqu'à briser la résistance adverse. Mais dans les faits, si c'est l'artillerie défensive qui, à travers des tirs longue portée, parvient à interdire l'arrivée de renforts, c'est l'avant-garde qui se retrouve isolée. C'est ballot. Alors, ça n'empêche pas les unités bien entraînées à ce type de manœuvre d'obtenir des résultats fort satisfaisants, Mais vous comprendrez que dans une armée massive, c'est totalement inapplicable. D'autant plus qu'en face, les Allemands ont cet avantage d'avoir des positions de tir déjà réglées pour leur artillerie à l'avance. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On soulève souvent chez les Allemands un meilleur entraînement et un plus grand professionnalisme. Dans les faits, c'est plutôt faux. Ils s'en sortent pas mieux en réalité, font les mêmes erreurs de manque de coordination, d'attaques mal préparées et sont souvent écrasés par l'artillerie de campagne française quand celle-ci arrive à se déployer efficacement, souvent en défense d'ailleurs. De fait, c'est plus par leur doctrine que les Allemands évitent certains écueils. En cherchant l'enveloppement et la profondeur, ils n'ont pas besoin de fixer rapidement l'adversaire pour créer la rupture. Ainsi, leur infanterie est ménagée, le temps pour l'artillerie d'arriver. Même si cela reste théorique. Dans les faits, ils accusent de nombreuses pertes aussi, mais on y reviendra plus tard dans la série. Bref, les Allemands savent rester sur la défensive et ils se donnent le temps de régler la mire de leur artillerie pour un tir en cloche, permettant de tirer plus loin et donc de désorganiser en amont les forces françaises. Une batterie allemande compte 6 canons et un module d'observation. Un des canons commande, le batterie Führer, et doit régler la distance sur une colonne française à plusieurs kilomètres. La distance est évaluée et un premier tir trop loin est observé par le module qui évalue la distance de trop. Le tir est corrigé et retenté à 100 mètres de moins. S'il est toujours trop loin, on retire encore 100 mètres. Normalement, la première évaluation ne peut se tromper assez pour que ce troisième tir soit encore trop loin. La distance de tir est donc déterminée à 50 mètres de plus que le dernier, et toute la batterie tire alors à cette distance. Quoi qu'il arrive, cette salve fera des dégâts. L'observateur peut déterminer une correction de plus ou moins 25 mètres s'il y a besoin d'un tir plus précis encore.
Bon, ça c'était cadeau pour vous montrer leur méthode de réglage. J'ai pas trouvé combien de temps il leur fallait pour effectivement faire tout ça, mais ça devait être assez rapide. Toujours est-il que dès que les Allemands passent à l'offensive, ils souffrent des mêmes problèmes et sont souvent arrêtés par les batteries de canons de 75 mm au tir très rapide et au soutien courte portée efficace. Bon, il serait temps de conclure l'épisode, donc on va reprendre un petit coup. Dans l'ensemble, retenez qu'il était prévu qu'artillerie et infanterie devaient se coordonner pour que les assauts puissent être couronnés de succès. Mais dans les faits, les armées sont à la peine. L'organisation est trop complexe, les distances trop grandes et les troupes trop peu entraînées. Mais en faisant insister l'infanterie dans ces assauts, malgré un faible voire aucun soutien d'artillerie, les dégâts en terrain découvert étaient énormes. On reviendra sur les pertes plus tard, mais c'est un massacre jamais égalé, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de morts dans les plus gros jours. Ce choc, inattendu à tous les échelons, du soldat au général, va profondément désorganiser les armées. Les Français en souffrent plus en s'entêtant dans leurs assauts et en attaquant une région maîtrisée par les Allemands. Mais ces derniers ne s'en sortent pas véritablement mieux. Nous verrons ainsi dans le prochain épisode la suite de ces opérations en Lorraine. Et vous allez voir que la complexité des opérations n'épargne personne. Aucun camp n'était prêt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.